André Alain Atondou était avec nous. Au-delà de la virgule culturelle, Bob a bien voulu que l'invité soit une priorité. Merci de l'avoir fait. Alain Atondou, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux. Joyeux Noël, bonne année 2023, plein succès. À vous autant et pour les téléspectateurs de Télé 50. Les années particulièrement à Jean-Marie Kassamba, le patron de la chaîne. Très bien, les années passent, mais Atondou, Liongo reste inzoulukable, comme on dit à Kinshasa. Toujours. Quel est le secret? C'est une illusion dangereuse. Personne. Là, c'est les années passent, laissent toujours des traces. Alors, il est dangereux de croire qu'on ne change pas parce que les performances diminuent en tout point de vue. La marche, manger naturel, oui, l'effort, etc. Les sports, et puis très très loin de ces histoires des réseaux sociaux. Difficile d'avoir Atondou sur ces histoires, de l'avoir par ce canal. Oui, parce que les réseaux sociaux déforment la pensée et sont souvent marqués par une mauvaise foi ou une méconnaissance du sujet, de l'homme, des intentions, des perspectives. Et en plus, ce n'est pas vraiment un endroit où on a le temps de discuter en profondeur. Et souvent, ça se termine en bagarre de chiffonnier, n'est-ce pas, des injures. Et ça, ce n'est pas un milieu propice à la réflexion profonde. C'est abrutissant. Je ne dirais pas, mais ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode pour un homme réfléchi, ce n'est pas commode pour quelqu'un qui veut connaître la vérité des choses, quelqu'un qui veut vraiment apprendre. C'est un témoignage percutant, difficile d'avoir M. Atondou sur la voie, par voie électronique sur tous les réseaux. Il arrive même que des mois et des mois, il se connecte et il veut bien un appel normal pour y répondre. On ne peut plus vous présenter, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes seulement des penseurs politiques. Dites-nous concrètement, parce que cela nous a aussi beaucoup intéressés. Juste après le discours sur l'état de la nation, le président était allé à Washington. Le sommet de Washington a volé la vedette à son discours. Le décryptage n'a pas été fait comme il fallait. Et puis après, nous sommes revenus dans nos blabla, les réseaux sociaux et des médias. Vous avez eu le temps d'écouter le président ce jour-là, parce que l'année est à la fin, le discours sur l'état de la nation. Comment vous, personnellement, vous l'avez écouté en préliminaire? Il est dommage que la réunion de Washington ait volé la vedette et empêché aux gens d'approfondir les discours du chef de l'État. J'ai eu l'occasion de suivre attentivement ce message et d'essayer de donner une perspective à la gouvernance de notre pays compte tenu des informations livrées par le chef de l'État dans son message de la nation. L'information importante pour moi, déterminante pour la gouvernance du pays, malheureusement n'était pas contenue dans les discours écrits. C'est sorti dans un commentaire libre du chef de l'État parlant de perspective de l'agriculture. Il a lancé que en l'an 2050, le Congo
pourrait ou devrait avoir 200 millions d'habitants. Malheureusement, ça n'a pas attiré l'attention de l'opinion publique, ni des professionnels des médias, ni de nos dirigeants. Or, cette information nous trace la voie, nous donne une orientation sur la façon dont le pays doit être gouverné d'ici là. Nous ne devons pas attendre d'atteindre 200 millions pour commencer à chercher des solutions aux problèmes qui vont se poser alors. C'est maintenant, nous avons assez de temps et de recul, eh bien, pour concevoir un programme, un plan de développement pour qu'en 2050, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Qu'en 2050, que les Quinois, les Congolais puissent circuler de façon convenable. Là, c'est dans une approche essentiellement, je dirais purement une approche prospective. Mais de ce discours, vous retenez 4 choses essentielles. D'abord, la maîtrise par le chef de l'État des secteurs importants de la vie nationale, une approche holistique. Je voudrais qu'on commence par le tout premier axe. Non, le chef de l'État, l'État de la nation, c'est quoi? C'est montrer à l'opinion quel est l'état des secteurs importants de la vie nationale. Et le président l'a bien fait, il a parlé de la guerre de l'Est, il a parlé de l'agriculture, il a parlé des perspectives d'avenir et des problèmes qui se posent, de l'élection, etc. Donc, il connaît ces problèmes et il a certainement des solutions qu'il préconise. Alors, deuxièmement, le président se plaçait dans une perspective holistique, c'est-à-dire globale, panoramique. Tous les problèmes étaient intégrés sur l'ensemble de la vie nationale. Il ne s'agit pas de traiter la guerre de l'Est sans tenir compte des perspectives d'agriculture. Il ne s'agit pas de traiter de la guerre de l'Est sans tenir compte des exigences électorales, etc. Donc c'est vraiment une synthèse d'un responsable qui a passé son temps à réfléchir sur la vie de la nation. Vous y décelez également l'aspect persistance de la main de Kagame et la présence des troupes rwandaises créant l'insécurité au pays. C'est une preuve de plus qu'il a la maîtrise des problèmes, qu'il connaît les problèmes et qu'il n'a cessé de nous rappeler à l'opinion et au forum auquel il participe la main de Kagame, la présence des troupes rwandaises qui perturbent la vie de la sous-région, qui donne une perspective sombre à l'existence, disons, à l'unité de notre pays. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. Alors tous ces éléments, il les a posés, il nous a proposés, et comme le dit la Constitution, on ne peut pas en débattre, c'est-à-dire demander au chef de l'État de s'expliquer sur ce qu'il a dit, mais on peut, entre nous, réfléchir sur la portée exacte de ce qu'il nous a dit. Ces ambitions demeurent en tant que président. Vous avez compris de cette façon son discours, et c'est à un moment où il y a d'autres ambitions, justement, d'autres Congolais qui veulent arriver au Palais de la Nation après les élections, qui sont en pleine préparation. Non, l'ambition dont il s'agit ici, c'est l'ambition
d'améliorer la gouvernance, d'amener le peuple à une vie paisible et sereine. L'ambition auquel vous faites allusion, l'ambition à laquelle vous faites allusion, c'est l'ambition des prétendants à la direction du pays. Maintenant que le processus électoral commence avec l'enrôlement, il est tout à fait normal que des esprits se démarquent, n'est-ce pas, pour marquer les électeurs congolais déjà, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est un peu précoce dans la mesure où nous avons besoin aujourd'hui et encore de la cohésion nationale, d'un leadership national dans la conduite de la guerre et dans la conduite des initiatives diplomatiques. Au-delà de l'enrôlement, la priorité doit être la cohésion nationale. Est-ce possible à la veille d'une année électorale qui s'annonce très agitée? Non, la cohésion nationale et le leadership national dans la conduite des affaires de l'État, on va dire comme cela, est une exigence pour mener à bonne fin et de façon efficace le combat contre la balkanisation, le combat, la guerre contre le Rwanda, la guerre contre le M23. C'est une exigence. Après ce discours, justement, c'est le sommet qui a eu lieu à Washington avec une réception au bureau ovale. Vous êtes un diplomate rompu. Le voisin qui déstabilise le pays par la partie Est n'a pas été la grande vedette de ce sommet. Vous avez suivi quand même qu'après, il y a eu une vague de condamnations. Comment, pour ne pas rester dans le satisfecit éternel, comment capitaliser ces moments? Non, je crois que les condamnations, la levée du régime qui nous était imposé dans les armes, ce sont des faits importants. Seulement importants. Seulement important. Ça signifie mais quoi? L'élément déterminant qui doit amener le pays à l'objectif et à la finalité de toutes ces actions, c'est bouter dehors les forces d'agression et de déstabilisation, procurer une paix sociale aux populations et une vie démocratique normale à tous les acteurs politiques. Ça, c'est l'objectif. Donc, les proclamations, les soutiens, c'est important. Mais que valent ces soutiens si notre armée n'est pas suffisamment équipée? Parce que, souvenez-vous, toute paix après une guerre qui ne repose que sur les accords, c'est précaire. Précaire et momentané. Il faut que la paix repose sur un certain équilibre de peur, de destruction réciproque. C'est la paix que nous connaissons. Donc la force militaire reste un élément dissuasif important. C'est une composante importante de la vision diplomatique, de l'action diplomatique. C'est une composante importante. Si un chef de l'État d'un pays voisin se permet de dire que le Congo n'a pas d'armée, n'a pas de troupes, ça signifie que tout ce que nous disons, nous sommes incapables de le protéger et de le sécuriser, et donc nous sommes ouverts à tout vent. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par équiper notre armée de façon efficace, augmenter sa puissance de feu et sa longueur de projection,
il ne faut pas que nous puissions passer notre temps à nous féliciter de la victoire diplomatique et à subir les actions sur le terrain. Nous devons inquiéter celui qui nous amène la guerre. La conséquence, c'est très bien dit, la conséquence logique, après la levée de la mesure par le Conseil de sécurité concernant l'acquisition des armes, justement par les FARDC, la conséquence logique, avec l'avion transportant la logistique de l'armée en France, conséquence logique, c'est libérer l'avion et afin qu'il puisse... Une hirondelle ne fait pas le printemps. Comment? Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ça signifie quoi pour ça? Ça signifie que, bon, c'est une indication peut-être, n'est-ce pas, pour les services de renseignement, mais il faut que nous puissions comprendre que cette action, si elle est de cette authenticité, représente une politique. C'est à la politique qu'il faut s'attaquer et non aux actions éventuelles. Pour justement rentrer dans... Là, nous faisons une lecture apprivoisée de ce discours. N'est pas resté au palais du peuple, mais sur le terrain. Les Rwandais restituent plutôt, remettent le contrôle des Kibumba aux militaires de la force régionale, en interdisant au FARDC de ne pas y accéder. Comment vous avez trouvé cette ruse? C'est la preuve que nous avons besoin d'une armée. C'est la preuve que nous ne représentons pas un danger pour le Rwanda. C'est la preuve que le Rwanda ne nous prend pas au sérieux. Nous devons montrer sur les terrains des opérations consolidées notre victoire diplomatique par des hauts faits d'armes qui puissent amener l'agresseur à penser qu'il pourrait être détruit lui aussi si il continue à nous attaquer. À ce stade, quel est à votre avis ce qui nous manque à faire peur à l'ennemi? Pardon? Qu'est-ce qui nous manque pour faire peur à l'ennemi à ce stade? Le niveau de dissuasion. Le niveau de dissuasion. La mesure a été levée, mais le lendemain, nous n'avons pas tout l'armement qu'il faut. Il faudrait que les autorités nationales, les amis du Congo, les amis de la démocratie, parce que la guerre que nous mène le Rwanda, c'est une guerre contre la démocratie, contre les valeurs démocratiques qui structurent nos États modernes. C'est quoi? C'est l'imposition d'une idée par la force, c'est l'accès au pouvoir par la force. Et donc, il est normal que tous les États, tous les amis du Congo, qui partagent les convictions du Congo, les convictions démocratiques, puissent se réunir. Pourquoi pas organiser une conférence pour collecter des fonds, des armes perfectionnées et performantes. Une conférence à l'international. Voilà. On a vu pour l'Irak, il y a des milliards qui tombent. Donc les milliards ne manquent pas. Les milliards sont tombés pour l'Ukraine. Mais, pour être réaliste, nous devons essayer de détecter l'intérêt réel de nos amis par rapport à cette situation. Pour revenir justement à l'adresse du président de la République, le discours sur l'état de la nation, le chapitre des perspectives du développement de l'agriculture, parce que ça vous tient aussi à cœur, eh ben, le chef a révélé qu'à l'an 2050, la République démocratique du Congo atteindrait une population de 200 millions d'habitants. Vous le disiez en introduction, mais
qu'entendez-vous par ce qu'on appelle le ministère ou le commissariat de l'intelligence économique? Non. D'abord, cette information devrait être fracassante, c'est-à-dire frapper les esprits des Congolais et préparer les Congolais à entrer dans l'ère de 2050 avec tous les moyens qu'il faut pour qu'ils vivent normalement. Parmi les moyens dont le Congo a besoin, c'est les instruments de gestion, les instruments conceptuels de gestion. Aujourd'hui, nous sommes là, nous devons étudier, évaluer d'abord tous les investissements faits chez nous, en étudier l'opportunité. Faut-il continuer? Faut-il ne pas continuer? Où faut-il les placer? Comment faut-il traiter les investisseurs et tout ça? Et ce serait le ministère de l'intelligence économique qui pourrait s'en occuper. Dans d'autres pays, ça existe, sous forme de ministère, sous forme de commissariat général, mais c'est une structure de pensée pour organiser les investissements du pays et l'avancée économique du pays. Est-ce que c'est pas le travail qui revient, ou ça ne fait pas partie des attributions du ministère du Plan? Tous les ministères, tout ce qu'ils font, c'est du travail du Premier ministre. Et ce que fait le Premier ministre, c'est le travail du Président. Mais la distribution des tâches garantit l'efficacité. Et ici, je prends un exemple. Nous avons un ministère du commerce extérieur. Pourquoi nous n'avons pas un ministère du commerce intérieur qui aurait en charge l'organisation des structures communicationnelles, l'organisation des productions et surtout la connectivité en besoin et en communication. Compte tenu de ce que nous serons, 200 millions d'habitants dans les projections d'ici 2050, avec Kinshasa, une ville de près de 30 millions d'âmes, un ministère du commerce intérieur, quelle serait son importance? Mais ce n'est pas que Kinshasa. Kinshasa, c'est un point dans l'immensité du Congo. Le ministère du commerce intérieur va organiser la production du pays en un marché unique. Que l'homme de Sankourou sache que son riz peut être utilement vendu, pas seulement à Kinshasa par exemple, mais au Congo central. Et que l'homme de la Mongala sache que le manioc ou le maïs qu'il produit, eh bien, peut servir utilement au Katanga. C'est cette organisation-là qui va assurer notre autosuffisance, notre autonomie et donner des garanties de souveraineté, d'indépendance vis-à-vis des crises et des chantages extérieurs. Et pour y arriver, il faudra que le soubassement soit un travail efficace au niveau du ministère de l'Agriculture, un méga ministère avec aussi des gens qui ont les fragments de la vision du chef, pas des dormeurs. Non, nous sommes là en train de réfléchir. Oui. Les modalités pratiques. Les modalités pratiques, si tant est que cette vision-là est partagée, c'est au chef de l'État, c'est au gouvernement. Mais il y a un élément important. Nous serons 200 millions. Mais les conflits immobiliers vont augmenter d'autant. Vous savez très bien que les conflits immobiliers, c'est 80% au moins. Et donc, nous devons nous préparer à gérer ou à prévenir le conflit immobilier par la protection des titres de propriété, par un ministère chargé des affaires notariales. C'est très important.
Et, par rapport aux conflits qui seront gérés, au regard justement de l'augmentation de la population, donc un ministère ou un commissariat en charge des affaires notariales, qu'est-ce que ça viendrait résoudre comme problème? Ah, mais ça va prévenir les conflits en garantissant une sécurité presque parfaite au titre de propriété et aux manipulations des titres de propriété. Qui viendrait remplacer le ministère des Affaires foncières, non, le ministère de l'Urbanisme Habitat? Non, non. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat ne remplace pas le ministère des Affaires foncières. Les affaires foncières ne remplacent pas le ministère de l'Intérieur. Je vous dis, c'est une distribution des tâches compte tenu de l'immensité et de la complexité des problèmes que nous aurons à affronter. Formidable. Au-delà de ce discours, parce que quand un chef parle, en principe, il faut que ce discours soit fragmenté et traduit en acte. Le chef parle, mais on constate que chez nous, je ne parle pas d'autres pays africains, mais chez nous, quand il parle, c'est fini. Le reste, les intellos rentrent dans leur travail de routine. Non, ça dépend de la nature du discours. Les discours sur l'état de la nation, c'est un constat. Constat que le chef fait et livre à la nation. C'est à chaque citoyen, alors, de tirer les conclusions de ce constat. Tiens, le chef a dit ça. Qu'est-ce que cela implique? Comme effort, comme exigence. Parce que il est aisé d'émettre des critiques. Quelqu'un a dit que la critique est aisée et l'art est difficile. Encore que la critique comme art n'est pas aisée non plus. Donc, nous devons avoir une vision prospective de notre pays. Je prends un exemple. Nous avons Kinshasa, nous avons des problèmes de trous, nous avons des problèmes de voirie, nous avons des problèmes de circulation. Est-ce qu'il faut continuer à agrandir les routes qui sont arrêtées par les maisons, etc. Est-ce qu'il n'est pas censé de penser à la construction des infrastructures de communication suspendues, comme on le voit ailleurs? On le voit aux États-Unis, on le voit un peu en Europe, mais surtout dans les pays modernes comme Dubaï, etc. Est-ce qu'il faut toujours compter sur les Wewa, les Ketch et les 207 avec nos routes encombrées? Est-ce qu'il ne faut pas penser au métro, au train urbain qui vient ramasser à un arrêt 1000 personnes et vide et la situation continue? Vous vous rendez compte que Paris est plus populeux que Kinshasa? On ne voit pas des spectacles, des gens qui courent dans les 207, non. Parce que la plus grande partie est évacuée en souterrain. En souterrain. Et donc au-dessus, c'est le minimum. Si nous avons aujourd'hui un métro de gare ou de Kitambo Magasin à Kinkole, eh bien vous ferez Kitambo Magasin Kinkole peut-être en 15 minutes. Donc il faut que nous dépassions les contraintes des situations d'urgence. Pour y arriver, M. Atondou, est-ce que seules les réunions du Conseil des ministres suffisent, avec des conseillers dans les cabinets, voilà. Moi, je fais une réflexion, oui, que l'information donnée par le chef de l'État m'a inspiré.
le fonctionnement du ministère, des ministères, du gouvernement ou de la présidence, il y a des responsables. Justement, mais Alors, le chef des... Moi, j'ai tiré... le cadre pour réfléchir de cette manière, Ouais. un cadre pour réfléchir de cette manière, c'est pas seulement l'apanage de quelques ministères, Non. avec des conseillers attitrés, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un cadre, Mais il y a des cadres. un cadre pour réfléchir, penser déjà à l'après. Les cadres de réflexion 2030. existent. Les cadres de réflexion existent. Nos universités, ce sont des cadres de réflexion. L'Institut stratégique militaire ici, ce sont des cadres de réflexion. Les cellules du ministère du Plan, les cellules de la présidence, ce sont les cadres de réflexion. Mais seulement, il qu'il faut ne faut que pas la un cadre réflexion... beaucoup plus large Pardon où les gens se retrouvent? Un cadre beaucoup plus large où les gens se retrouvent loin des objectifs des caméras pour réfléchir et proposer justement aux décideurs compétents Si l'université fait une réflexion, l'université doit avoir un consommateur final. Est-ce que c'est le ministre de la Recherche scientifique? Est-ce que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? Est-ce que c'est le président? C'est en fonction du consommateur final qu'est produit la réflexion. Une réflexion qui est faite à M. Fabien pour animer son émission est différente de la réflexion que vous feriez à M. Jean-Marie Kassamba dans le management de Télé 50. Donc, on doit continuer à évoluer comme ça, mais que les sommets ou les cadres et sommets de réflexion continuent à faire. Est-ce que vous connaissez les structures de réflexion qu'il y a dans un pays comme la France ou les États-Unis? C'est inconnu du grand public. C'est non seulement inconnu, mais c'est innombrable. C'est innombrable. La guerre de ceci. Il y a des cellules qui sont spécialisées dans la réflexion de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi c'est la projection? Mais si ceci arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Si ceci arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, comment nous devons nous comporter? Il faut dépasser, comme je dis, les exigences des urgences. Ah, les trous, on les bouche. L'eau, on l'évacue. Et ça s'arrête là. La route est cassée, on répare. Alors maintenant, il faut dépasser. La route, il faut réparer, mais prévoir que comme nous serons 200 millions, cette route va supporter le passage de combien de camions? Voilà pourquoi il faut réfléchir, projeter l'avenir et partager. On a parlé de cadre de réflexion global, comme vous savez. Mais l'Assemblée nationale, c'est un cadre de réflexion. Le Sénat, c'est un cadre de réflexion. Même ici, les télévisions, les radios, ce sont des cadres de réflexion. J'espère que les différents décideurs écoutent les propositions des cadres de réflexion, les explorent, parce qu'on constate quand même qu'il y a un souci. Mais quelle est la nature, quelle est la nature des décideurs, disons des dirigeants? C'est de nous conduire en tenant compte des contraintes d'aujourd'hui et des perspectives d'avenir. Voilà. C'est ça, les dirigeants qui doivent nous conduire. Alors, lorsque les dirigeants, j'allais dire, s'abrutissent à ne voir que les problèmes immédiats sans lendemain, eh bien, ça me rappelle Virgile qui disait qu'il y a des hommes qui passent leur vie, en latin c'est tam comme pecora, c'est-à-dire comme la vache, on va dire ça comme ça, à brouter
et à ne jamais regarder les étoiles, ni devant. Donc, nos dirigeants, disons nos organes de réflexion et d'orientation, comme les assemblées, le Parlement, les universités, les radios, eh bien, ils doivent dépasser aujourd'hui et l'avenir pour voir le futur. L'anticipation. C'est à ce prix-là que survient l'anticipation. Lorsque vous avez une vue sur le futur, vous pouvez anticiper l'avenir. Si vous avez une vue sur l'avenir, vous pouvez anticiper les problèmes d'aujourd'hui. Une question pour terminer. Est-ce que, au-delà des condamnations de l'agresseur, vous voyez le Sénat américain ou le Conseil de sécurité prendre des mesures des sanctions contre le Rwanda pour ses activités Mais je crois que c'est dans la logique criminelle sur le territoire congolais. Est-ce que vous voyez la CPI sur la voie, par exemple, d'amorcer une action dans le sens, par exemple, des crimes poursuites contre des gens, des dirigeants rwandais dans le cadre de crimes contre l'humanité? La décision de lever le régime comment on dit ça, d'information préalable est la preuve que seul le Congo peut défendre efficacement ses intérêts. C'est parce que dans tous les forums, sur tous les toits, à U et à DIA, le président de la République, les membres du gouvernement, l'opinion publique crient, donnent des preuves que le Congo a réussi à ébranler la conscience universelle au point de lever cette situation injuste. Et aujourd'hui, l'équité voudrait que le Rwanda entre dans ce régime que nous venons de quitter, tout simplement parce qu'il fait un usage non conforme et malsain des armes qu'il a le droit d'acquérir pour se défendre et non pour déstabiliser les voisins. Nous devons nous battre pour cela, ça c'est un, nous devons nous battre pour avoir l'argent, pour avoir l'armement. Donc, c'est maintenant qu'il faut plus intensifier ce combat et ce plaidoyer, et ne pas baisser la garde, parce qu'il y a eu des condamnations Nous devons éviter d'aller à Capoue à cause de ces élites, plutôt que d'aller à Rome prendre le pouvoir. Vous savez, Hannibal avait eu une victoire retentissante sur les Romains à la bataille des Transimènes. Après cette victoire retentissante, les portes de Rome lui étaient ouvertes. Il suffisait d'y aller pour prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, il se passait un jour sans que les Romains disent « Mais Hannibal à la porte, c'est-à-dire Hannibal est en train d'arriver ». Mais au lieu de suivre cette dynamique de la victoire, Hannibal a préféré aller à Capoue, se reposer, dormir sur ses lauriers. Et ce temps-là, les Romains l'ont mis à profit pour changer leur méthode de guerre, leur stratégie de guerre, et ils ont commencé à acculer Hannibal par la stratégie de harcèlement, n'est-ce pas, de ses troupes, mise au point par le général romain Fabius, qu'on appelait Fabius Conctator, c'est-à-dire un Fabius hésitant. Au lieu d'attaquer de front, il mène un coup, il se retire. Et ça énervait les troupes, et c'est ainsi qu'ils ont poussé Hannibal jusque en Afrique, du côté de la Libye, et ils l'ont contraint au suicide.
Et pourtant, Hannibal avait le vent en poupe. Il avait hésité, ou il s'était contenté de ses prouesses, de ses louanges, d'où cette le pouvoir arabe. D'où cette réflexion que chacun de nous, particulièrement nous les Congolais dans ces circonstances, doit retenir et y réfléchir. C'est la réflexion du général romain Fabius qui a dit à Hannibal, mais Hannibal, tu sais remporter des victoires, mais tu ne sais pas les capitaliser. Ouais. Nous avons remporté une victoire diplomatique. Nous devons capitaliser cette victoire pour débouter en dehors de notre territoire, tous les agresseurs et leurs complices. C'est extrêmement important. On a besoin de se contenter de victoires déjà, oui, enregistrées. Il faut se méfier des alliés qui volent au secours des vainqueurs. Les alliés, c'est-à-dire les opportunistes. Bon, je n'irai pas là. Comprenne qui pourra. Voilà. La France qui revient dans les bonnes grâces au Congo? Je n'en sais rien. Comment? La France fait la politique, sa politique en fonction de ses intérêts majeurs. Le Congo doit faire la politique en fonction de ses intérêts majeurs. Et si nos intérêts majeurs coïncident, alors nous faisons route ensemble. Sinon, on fait bande à part. Vous avez compris que du discours du chef de l'État, Tundu Liongo a pu vous livrer sa propre lecture. Et c'est très intéressant. Mais au-delà, je vous dis, c'est le moment de capitaliser ces victoires diplomatiques que Kinshasa vient d'enregistrer. Ne pas dormir sur ce laurier, même si les échéances électorales s'annoncent, où vous allez vous rentrer dedans. N'oubliez pas la cohésion nationale, que c'est le pays qui doit être la priorité. Des conseils extrêmement importants, illustrés par l'histoire. Il a évoqué Hannibal, qui était aux portes de Rome, mais il a été condamné au suicide ou en Afrique, vers la Libye, tout simplement parce qu'il s'était contenté des victoires passées. André Alain Tundu, merci. Je vous en prie. Merci d'être venu. Encore une fois, bonne année, une heureuse année 2023, que le Seigneur vous accorde force morale, intellectuelle et physique pour continuer à mener ces missions, ces émissions de réflexion. Merci de tout cœur. Si j'étais à l'église, j'allais dire Amen. Je reprends le vœu réitéré dans la sphère politique congolaise, également dans votre rôle de Josué et Caleb au profit du Congo. Voilà. Que cette année porte pour nous tous, pour le pays, pour nos dirigeants. Excellente journée. Merci beaucoup. Merci Guylain Lukinga, merci Djibril, merci Apollinaire, merci Crispin Chibinkoufoua, merci également Jean Kilolo, merci à Bob Ambongo, merci Mike Tomba, merci à tous ceux qui ont concouru à ce que nous vous avons amené chez vous. Au revoir.